Bonjour. On a vu jusqu'à maintenant comment construire une base de connaissances à partir d'un ensemble de règles, ce qu'on a appelé des clauses. On a vu aussi comment on peut faire des inférences de manière automatique à partir d'un tel ensemble de clauses. Ça, c'est bien beau, mais là, ce qui nous manque, c'est comment représenter des connaissances qui se rapprochent en fait du monde réel qu'on veut modéliser avec ces connaissances-là. Il y a des petites subtilités ici qu'il faut voir pour devenir habile à développer un ensemble de connaissances qui répond à ce désir-là. En fait, ce qui nous manque, et qu'on va essayer de présenter dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle des connaissances ontologiques. Comment décrire des entités du monde, comment les définir en fait. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc allons-y et voyons maintenant comment on peut modéliser des connaissances ontologiques. Alors, on va d'abord s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'une ontologie, parce qu'ontologie, c'est un terme qui a un sens précis en philosophie, mais ici, en intelligence artificielle, on l'utilise avec un sens un peu différent. Donc, une ontologie, de manière simple, on va se dire ici que c'est une manière de représenter des classes, c'est-à-dire de regrouper les entités du monde sous forme de classes. On va les classer en fait. Et qu'est-ce qu'une classe? Une classe, ça correspond à un ensemble d'objets qui partagent des propriétés communes. Donc, on réunit un ensemble d'objets pour simplifier notre vision du monde un peu, parce que si on peut regrouper des objets ensemble, on se trouve à ne pas avoir à les catégoriser individuellement, puisque on reconnaît qu'ils partagent certaines propriétés. Et, très important dans une ontologie, on va aussi faire des liens entre les classes. Prenons par exemple les classes professeur et cours. On sait que dans le monde tel qu'on le connaît, qu'un professeur a dans sa tâche d'enseigner au moins un cours. Ça veut donc dire qu'il y a une relation, il y a une relation claire entre la classe professeur et la classe cours. Les classes forment aussi ce qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire une hiérarchie en utilisant la relation sous-classe de. Par exemple, on sait que la classe animale est une sous-classe de la classe être vivant, la classe mammifère est une sous-classe animale, la classe chien est sous-classe de la classe mammifère, etc. Et de cette façon-là, on peut former une espèce d'arbre qui représente notre classification taxonomique de notre monde. Donc, voici un exemple de taxonomie relativement simple. Il n'y a pas beaucoup de classes là-dedans. On s'imagine bien que dans une vraie taxonomie, pour représenter un vrai problème, on aurait probablement plus de classes que ça, mais ça donne quand même une idée. Ici, dans cette taxonomie-là, on voit bien qu'on a comme classe principale ici la classe entité qui regroupe en fait toutes les entités qui peuvent exister dans ce monde-là. Elle a deux sous-classes, entité abstraite et entité concrète, qui elles-mêmes se subdivisent. Et on remarque, par exemple, que dans les entités concrètes, on a les entités vivantes qui se subdivisent en animal et plantes, et animal se subdivise en mammifères et reptiles. Voilà, essentiellement, une petite taxonomie où toutes les classes qui sont reliées entre elles ici par une petite ligne sont reliées par la relation sous-classe de. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'est une ontologie, on peut se poser la question comment on représente ça en logique. Pour commencer, on va s'intéresser à la manière de représenter les classes, qu'on peut aussi appeler catégories ou encore des types. Une manière très simple de représenter les classes, c'est d'utiliser des prédicats. Ici, par exemple, on a trois objets, trois entités, Fido, Tweety et Michel, et chacun appartient à une classe différente, indiquée par le prédicat qu'on associe à cet objet-là. Fido est un mammifère, Tweety est un oiseau, et Michel est un professeur. C'est-à-dire que Michel appartient à la classe professeur, à l'ensemble des individus qui sont des professeurs. Ça, c'est une manière de le faire. Mais on aurait une autre manière de le faire aussi qui serait intéressante, qui consiste à réifier les classes, c'est-à-dire qu'au lieu de les voir comme un prédicat comme ça, on va les voir comme un objet, comme tous les autres objets que dans notre logique, ce qui donnerait quelque chose comme ceci. Et là, on voit que
mammifères, oiseaux et professeurs sont des constantes de notre logique, mais qui sont particulières puisqu'on dit que ce sont des classes. Et maintenant, pour dire que Fido est un mammifère, que Tweety est un oiseau, que Michel est un professeur, il faut lier ces deux objets-là, c'est-à-dire l'individu et sa classe. On va dire ici que Fido est un membre de la classe mammifère. De même pour Tweety et pour Michel. Donc, grosso modo, comment interprétons-nous le concept de classe en logique? Bien, c'est tout simplement une classe, ça va désigner un sous-ensemble des objets du monde. Tout simplement. Par exemple, ici, imaginons que ça, c'est notre monde qui contient plusieurs types d'objets différents. Si on veut ici pouvoir identifier la classe animale, eh bien, on regrouperait certains objets de ce monde-là, ici comme ça, et voilà, on vient de d'identifier qu'est-ce qu'est la classe animale. La classe animale, c'est l'ensemble de ces 7 objets-là du monde. C'est-à-dire que quand on dit que quelque chose est un animal, ça veut dire qu'il appartient à cette classe-là, à cet ensemble d'objets-là. Maintenant, comment fait-on pour représenter qu'une classe est sous-classe d'une autre classe? Très facile, il suffit d'utiliser une clause toute simple, dans laquelle on va avoir comme antécédent la classe et comme conséquent la classe de laquelle elle est sous-classe. Par exemple ici, mammifère est sous-classe d'animal et oiseau est sous-classe d'animal. Et quand on regarde la manière dont c'est fait, on voit bien que si un objet, une entité est déclarée comme étant un mammifère, automatiquement, par l'inférence, on pourra déduire que c'est un animal. Ainsi, si on dit que Tweety est un oiseau, alors à cause de cette règle-là, on devrait être capable de déduire que Tweety est un animal. Si on utilise la forme réifiée des classes, ce sera un peu différent. On aura quelque chose qui ressemble à ceci. Bon, bien sûr, il faut déclarer animal, mammifère et oiseau comme étant des classes. Et là, tout simplement, comme c'est des constantes, on va les manipuler comme des constantes. On va dire ici que mammifère est une sous-classe d'animal et que oiseau est une sous-classe d'animal. Là, maintenant, il se pose la question, comment on va faire pour déduire, par exemple, que si Tweety est un oiseau, Tweety est un animal? Alors, ce qu'il faudra faire pour ça, c'est qu'il faudra que notre base de connaissances contienne une règle supplémentaire qui serait celle-ci. C'est-à-dire qui dit que si une entité est membre de la classe C1 et que C1 est sous-classe de C2, on pourra déduire que l'entité en question est aussi membre de la classe C2. Donc ça se fait très bien ici, sauf qu'il faut bien sûr ajouter une règle supplémentaire dans notre base de connaissances. Bon, tout ça est bien beau. On est capable maintenant de définir une classe, on est capable de dire qu'un objet appartient à une classe. On est aussi capable de dire qu'une classe est sous-classe d'une autre classe. Mais on a dit tout à l'heure que ce qui fait que des entités sont réunies en une seule classe, c'est qu'ils partagent certaines propriétés. On aimerait bien maintenant être capable de le dire, ça. Je vais vous avertir tout de suite, dans la forme simplifiée de logique qu'on a pour représenter nos bases de connaissances, donc on utilise une forme simplifiée, celle des clauses, on ne peut pas exprimer toutes les subtilités nécessaires pour vraiment définir une classe. Mais on va y arriver quand même d'une manière relativement satisfaisante. Alors voyons donc maintenant comment on fait pour spécifier les propriétés d'une classe. Prenons par exemple le concept de pizza, ok, qui est ici est représenté comme une classe qui est sous-classe de la classe aliment. Et par une deuxième règle ici, on fournit toutes les conditions qu'il faut respecter pour qu'une entité soit considérée comme étant une pizza. Alors le fameux X ici, il doit contenir un Y qui est du fromage, il doit contenir un Z qui est de la sauce tomate, il doit contenir un W qui est de la pâte pizza. Alors le Y qui est le fromage doit être sur le W qui est la pâte à pizza, et puis pareillement la sauce tomate doit être sur la pâte à pizza, et dernière condition, il faut que notre objet soit cuit au four. Voilà, si on a toutes ces conditions-là, on
on peut dire que X est une pizza. De manière similaire, si on veut définir sushi, on a encore une fois la relation de sous-classe. Et ici, on dit qu'un sushi, hein, pour que X soit un sushi, il faut qu'il contienne quelque chose qui est du poisson cru. Et il faut que ce soit et c'est un restaurant japonais qui sert cette chose-là. Voici une autre définition. S'il y avait une autre manière de définir ce que c'est qu'un sushi, on pourrait ajouter ici une autre clause. Maintenant, si on veut voir ça en représentation réifiée des classes, hein, je vous rappelle, toujours notre classe représentée par une constante, on a quelque chose de très similaire. Il faut juste utiliser nos fameuses classes, nos constantes classes, et remplacer les formes prédicatives de tout à l'heure par l'utilisation du prédicat member. Sinon, on a essentiellement la même forme de définition. Bon, c'est très bien tout ça. Maintenant, on est capable de définir les propriétés qui sont attachées à une classe. Mais est-ce que c'est tout? Y aurait-il pas d'autres types de représentations qu'on voudrait faire, d'autres types d'informations qu'on aimerait ajouter à notre base de connaissances pour permettre plus d'inférences? Oui, bien sûr, il y en a d'autres. La première que je vais vous présenter dans la suite, c'est celle qui permet de distinguer que deux classes sont disjointes, c'est-à-dire que une entité ne peut pas appartenir à la fois aux deux classes. Par exemple, on ne peut pas être à la fois être un animal et être une plante. On dirait qu'animal et plante sont deux classes disjointes. Alors ça, c'est intéressant pour l'inférence, parce qu'aussitôt que vous dites que Fido est un animal, bien déjà, vous pouvez éliminer la possibilité qu'il soit une plante. Autre chose aussi qu'on aimerait pouvoir spécifier dans notre ontologie, c'est les caractéristiques des propriétés. Les propriétés, par exemple, un exemple très simple, si on sait que Marie est dans le même endroit que Paul, donc ils sont dans la même pièce, on peut automatiquement déduire que Paul est au même endroit que Marie. Autrement dit, la propriété d'être au même endroit, elle est réflexive. Et, bon, donc, en plus des caractéristiques des propriétés qu'on utilise dans notre ontologie, il y a aussi certains phénomènes intéressants qu'on aimerait représenter, par exemple celui de substance. L'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est celui du beurre. Alors, une substance comme le beurre a comme caractéristique que si on prend une partie du beurre, c'est encore du beurre. Alors que si on prend une partie d'un animal, une jambe par exemple, mais une partie d'un animal n'est pas nécessairement un animal. Alors allons-y, voyons maintenant comment on représente de manière formelle ces dernières caractéristiques intéressantes pour l'ontologie. Pour indiquer que deux classes sont disjointes, c'est très simple. Il suffit d'ajouter une contrainte dans la forme d'une clause de Or. Ici, par exemple, on indique que X peut pas être à la fois plante et animal. Si on utilise la forme réifiée, on a simplement ajouté ici lier les deux classes qui sont disjointes par le prédicat disjoint, mais comme on l'a vu plus tôt dans un autre cas, il faudra que la base connaissance contienne une clause supplémentaire pour représenter l'implication que ça peut avoir, cette information-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un objet à la fois un animal et une plante, c'est-à-dire qu'on aura cette restriction-là générale qui dit que si deux classes C1 sont disjointes, on ne peut pas avoir un X qui appartient aux deux classes. Pour les propriétés des relations, là, il faudra pour chacune des relations euh, qui doit avoir une certaine propriété, avoir une clause pour spécifier cette propriété qui s'applique à cette relation. Par exemple, la relation plus grand, qui est représentée par le prédicat plus grand, il faudra, pour indiquer la transitivité, avoir cette clause-là, hein, qui dit que si x est plus grand que y et que y est plus grand que z, alors x est plus grand que z. Pour indiquer que qu'une relation doit être symétrique, on va avoir encore une fois une autre clause de ce genre-là. Ici, on spécifie que voisin est une propriété symétrique, c'est-à-dire que si y est voisin de x, alors x est voisin de y. Finalement, pour indiquer qu'une relation est réflexive, il faudra ajouter une clause de ce type-là. Par exemple, ici, on veut déterminer que la relation même grandeur est réflexive. Alors, ce qu'on dit, c'est que s'il existe une relation entre x et une autre entité, peu importe laquelle, ça veut donc dire que x est impliqué, la relation même grandeur s'applique à x, il faut donc alors nécessairement que x soit de la même grandeur que lui-même. Attention ici, la présence de même grandeur comme antécédent de la règle est très importante. Si on n'avait pas ça,
Autrement dit, si la base de connaissances contenait simplement le fait même grandeur XX, ça voudrait dire que cette propriété-là, même grandeur, s'appliquerait à tous les objets du monde, premièrement. Et deuxièmement, ça voudrait dire que tout objet du monde a la même grandeur que soi-même. Pour terminer, on va parler maintenant des substances, puisqu'on sait que certains objets sont des substances, comme le beurre dont je parle. Et comment on représenterait, par exemple, que le beurre est une substance? On aurait quelque chose comme ceci, où on dit, par exemple, que le beurre est une substance. Ici, on le fait évidemment par réification, puisque beurre est une classe. Donc ici, une classe qui est représentée comme une constante. Et il faudrait que notre base de connaissances ait cette règle-là, cette règle générique qui spécifie les caractéristiques d'une substance. C'est-à-dire, par exemple, que si un élément Y appartient à une classe qui est décrite comme une substance, alors toute partie de cet objet-là est lui-même membre de cette classe, appartient à cette classe-là. Autrement dit, ici, dans le cas de beurre, puisque beurre est une substance, ben, une partie de beurre sera aussi du beurre. Pour représenter les substances par des prédicats, il faudra un axiome pour chacune des substances. Par exemple, ici pour beurre, vous voyez, ici, ça indique que X appartient à la classe beurre. On aura une règle comme ça qui dit que si Y est du beurre et que X est une partie de Y, alors X est aussi du beurre. C'est moins intéressant qu'avec la forme réifiée parce qu'ici, au lieu d'avoir une seule clause qui indique la propriété, ici on aura autant de clauses qu'il y aura de substances dans notre ontologie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur les connaissances de nature ontologique. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à créer votre propre base de connaissances. Bonne chance!